les scribes des dossiers akashiques. Je suis sûre que cette appellation de scribe va questionner beaucoup de personnes. On a parlé, bien sûr, des gardiens des portes, des gardiens des dossiers, mais personne ne parle des scribes. Alors, qui sont ces fameux scribes? Quel est leur rôle dans les annales akashiques? Et qu'est-ce que ça nous raconte à nous qui allons les explorer? Le scribe est une âme humaine. C'est une âme qui travaille dans l'entre-deux-vie, dans la bibliothèque des akashiques. Ce sont des âmes qui ont déjà accompli un certain apprentissage et qui exercent leurs dons sous la guidance des gardiens et maîtres des dossiers. Ce sont des âmes supérieures. Le mot supérieur est toujours dangereux à utiliser. Nous avons tendance à penser que ceux qui sont plus évolués sont supérieurs à ceux qui ne le sont pas. En fait, ce n'est pas dans ce sens-là que ce mot est prononcé, mais plutôt au sens de la hiérarchie. Plus on monte vers la source, plus on est proche de la source au plan de l'évolution, et plus on est en haut de la pyramide. Mais pour autant, eh bien, on a aussi plus d'obligations, plus de responsabilités, plus de conscience et plus de risques de se tromper. Ce n'est donc pas toujours une sinécure d'être une personne un peu plus évoluée que les autres. Une personne plus évoluée aura plus conscience de la douleur qu'elle va causer si elle commet un acte délictueux, si elle fait du mal à d'autres personnes ou si elle viole par un de ses actes l'éthique qu'elle porte en elle-même, la petite voix de sa conscience. Les scribes sont donc des âmes humaines qui, dans l'entre-deux-vie, vont travailler dans la bibliothèque akashique. Certaines personnes ont toujours été dans les annales akashiques. Et certains enfants y vont couramment, à l'âge de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Et toute leur vie, ils vont explorer cet espace sacré que sont la bibliothèque akashique, ainsi que les différentes salles qui composent les akashas. En effet, les akashas, ce n'est pas uniquement la bibliothèque. On parle couramment de la bibliothèque akashique. Mais ce n'est pas la seule zone qui est présente dans les akashas. Ce n'est pas la seule zone susceptible de nous aider. Lorsque des âmes sont un petit peu avancées, il leur est proposé, dans l'entre-deux-vie, de se dévouer aux autres, d'accomplir une mission. Cette mission les aide à progresser. Elle les aide à intégrer aussi leur propre langage, leur propre compréhension du monde, à développer leurs dons, à continuer leur apprentissage et à apprendre à donner. C'est donc une mission très importante pour les âmes lorsqu'elles se retrouvent à assister les guides et gardiens des dossiers dans l'entre-deux-vie comme scribes. Parfois, cette mission de scribe est vécue comme tellement importante pour l'âme qu'elle va venir s'incarner à reculons. L'impression de perdre son temps dans l'incarnation. Alors qu'en fait, cette incarnation est fondamentale pour lui apprendre elle-même à progresser. En effet, dans les annales akashiques, les âmes qui y travaillent sont essentiellement tournées vers le don. Qu'est-ce que je donne aux autres? Qu'est-ce que j'apporte aux guides, aux maîtres, aux âmes? Comment je me dévoue? Le travail est très important. Mais à un moment donné, eh bien, ces âmes sont invitées à mettre en suspens ce travail qu'elles retrouveront après la fin de l'incarnation pour venir rentrer dans un corps de chair et accomplir une mission sur Terre. Cette mission sur Terre, ça peut être aussi de faire connaître les annales akashiques. Ça peut être aussi d'utiliser les annales akashiques pour soigner, pour guérir, pour équilibrer la conscience, pour équilibrer le monde. Lorsqu'on se soigne soi-même, on soigne aussi les autres. On soigne aussi la matrice. C'est pas uniquement soi-même qui allons être soignés. Et lorsqu'on retrouve des scribes, alors les scribes sont facilement identifiables. Ce sont des personnes d'abord qui sont fascinées par les livres, qui ont toujours beaucoup de papier autour d'elles, qui écrivent au stylo plume, qui sont fascinées par l'encre, par la transmission. Les scribes ont couramment accès aux annales akashiques. Ils retrouvent dans leur mémoire la maison. C'est comme ça qu'ils appellent les scribes la bibliothèque akashique. Nous l'appelons bien sûr la bibliothèque, mais pour nous c'est la maison. En fait, nous sommes chez nous. Et ici, sur Terre, eh bien, nous sommes en voyage. Nous ne sommes pas en exil sur Terre. Nous sommes en voyage. Et nous allons accepter de vivre le plus de choses possibles pour que notre âme, au final, ait plein de choses à raconter. Et qu'elle puisse tirer l'essence même de son vécu, de son expérience, lorsqu'elle va retourner dans les dossiers akashiques, continuer sa mission en tant que scribe. Le scribe, au sens historique, c'est une personne qui pratique l'écriture.
On trouvait des scribes en premier lieu dans l'Égypte antique, en Mésopotamie. L'activité du scribe consistait à écrire à la main des textes administratifs, religieux et juridiques, ou des documents privés, ou même de faire des copies. Le scribe est un copiste. On le retrouve bien sûr dans la Rome antique. On le retrouve dans la tradition judaïque où les femmes, les sophères ou sophérettes, étaient chargées d'écrire les textes-ci. On retrouve l'idée de ce scribe dans les cultures mésopotamiennes, mésoaméricaines, chez les Mayas, chez les Aztèques, et ce sont eux qui ont rédigé les codex indigènes du Mexique. Et parfois, ces scribes étaient également peintres, dessinateurs, architectes. On parle assez peu des scribes. Et pourtant, l'image du scribe qui me vient, c'est celui de l'Égypte ancienne. En Égypte ancienne, bien avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, à la fin du Moyen-Âge, qui a marqué une révolution. L'invention de l'imprimerie, c'est aussi la sauvegarde des savoirs. Mais avant, lorsqu'il y avait en Égypte ancienne la grande bibliothèque d'Alexandrie, lorsqu'un bateau arrivait à Alexandrie, il était inspecté par les Égyptiens, mais il était surtout sommé de rester à quai et ne pouvait pas repartir. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les documents du bord, aussi bien le livre de bord, les informations, les manuscrits qui étaient à bord étaient confisqués. C'était général. Ces documents étaient confisqués parce qu'il y avait des informations météorologiques pour aider à la navigation. Il y avait des cartes, il y avait des recueils de prières, il y avait des informations médicales. Donc, ces documents qui étaient précieux, qui étaient sous forme de papyrus, étaient envoyés à la bibliothèque d'Alexandrie, étaient copiés par des moines copistes. Il y avait des groupes de copistes. Et lorsque ces documents étaient finis d'être copiés, ils revenaient sur le bateau et c'est alors que le bateau pouvait repartir. Ça a été un drame pour la mémoire, pour la conscience globale, que la bibliothèque d'Alexandrie soit détruite. Parce que ça a été c'était la destruction de tout ce savoir qui avait été préservé. Et malheureusement, lorsqu'on parle de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, bien, il y a deux destructions. Il y a d'une part la destruction ancienne à l'époque de l'Antiquité de ce grand monument qui est la bibliothèque d'Alexandrie, mais il y a aussi la destruction de l'Institut d'Égypte avec la perte de nombreux documents au moment de la Révolution arabe. Donc, les deux destructions du savoir égyptien sont à mettre en relais. On parle beaucoup moins de la destruction de l'Institut du monde arabe, cette école qui avait été créée, en fait, ce recueil d'informations qui avait été créé par Napoléon et qui a été détruit en partie. Tout n'a pas été totalement détruit, mais il y a de nombreux manuscrits qui ont été détruits durant cette révolution. Par contre, quand un manuscrit est détruit, eh bien, il est accessible dans l'Akasha. C'est-à-dire, à ce moment-là, la compréhension de ce document a rejoint l'Akasha et on peut se connecter sur l'Akasha pour recevoir des informations. C'est comme ça que des personnes qui sont véritablement connectées aux annales akashiques, qui sont scribes des dossiers, qui sont dans leur incarnation, ont accès à des codex, ont accès à des informations de soins, à des méthodologies de soins, à des prières et à des actes, alors même que les documents étaient détruits dans la matérialité, dans l'incarnation. C'est-à-dire, il y a des savoirs qui ne peuvent pas être détruits. Et nous, en tant que visiteurs des akashas, eh bien, nous pouvons retrouver librement ces documents, ce savoir, pour le ramener dans le monde de tous les jours. Alors, l'idée du scribe, c'est aussi les moines copistes. C'est-à-dire, les moines copistes prenaient les vieux codex, les protos. Alors, il y a eu les proto-Corans et puis il y a eu les évangiles. Donc, tous les textes saints, puisque au moment de la création de la chrétienté, on parle d'une ère pré-chrétienne, c'est-à-dire on considère que la chrétienté c'est vraiment figé au moment où il y a eu ces évangiles officiels qui ont arrivé. Et avant, eh bien, c'était des groupuscules et chacun avait son évangile. Et à un moment donné, eh bien, il y a eu une sorte d'arrêt. La chrétienté s'est constituée en disant voilà, maintenant ce sont les évangiles officiels. Sinon, la chrétienté n'aurait pas pu exister
Et donc, le reste, c'était des proto-évangiles, hein, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Alors, quasiment tous ont été détruits. Par contre, il y a un endroit dans le monde où les personnes, hein, les peuplades ont refusé de détruire leurs textes saints, ils les ont mis dans des jarres et ils les ont enterrés pour l'avenir. Et ce sont les jarres de Qumran qui sont autour de la mer Morte, qui était à l'époque, hein, c'était une terre de Jordanie, et maintenant ça fait partie d'Israël parce qu'il y a eu la guerre des 6 jours et la Jordanie a perdu ses terres. Par contre, les jarres officielles des manuscrits de la mer Morte sont toujours en Jordanie au musée de la Reine Rania et on trouve des fragments, d'ailleurs on peut se connecter avec les manuscrits de la mer Morte. Alors ils n'y sont pas tous, une partie a été exportée aux États-Unis, ils ne sont d'ailleurs pas toujours déchiffrés. Alors les publications concernant les manuscrits de la mer Morte sont vraiment, il y a une censure importante. L'information n'est toujours pas disponible au grand public. Par contre, on peut les visualiser, on peut aller chercher de l'information pour voir ce qu'ils racontent et ce qu'ils disent. Donc, ce sont les évangiles, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, les évangiles non officiels. Parmi ces évangiles non officiels, eh bien, il y a l'évangile de Marie, qui en fait est l'évangile de Marie-Madeleine. Et c'est là où on comprend que Marie-Madeleine, en fait, était un scribe, qu'elle savait lire et écrire, ce qui à l'époque était très rare pour une femme. C'était donc une assemblée de notables. C'est-à-dire que les disciples de Jésus savaient lire et écrire et ont pu écrire et transmettre les évangiles. Alors, ces moines copistes prenaient donc les évangiles officiels, les recopiaient et les transmettaient à la postérité. À l'époque, le papier, c'était du papyrus. C'était donc quelque chose qui était susceptible d'être abîmé dans le temps. Et le plus important, c'était pas le papyrus en lui-même, c'était le contenu. Donc, il fallait comme ça recopier l'information qui après a été transmise à la génération future. Et pareil pour les parchemins. Les parchemins, c'était du velin, c'est-à-dire de la peau d'agneau mort-né qui était étirée à l'infini, qui était traitée d'une certaine manière, mais à un moment donné, cette peau, elle s'abîmait et donc il y avait des bêtes, il y avait de l'humidité, il n'y avait pas l'hydrométrie des conservations de manuscrits tels que nous les avons aujourd'hui, et donc il y avait risque de destruction de ces savoirs, et ces savoirs étaient recopiés afin de ne pas les perdre. On a retrouvé, par exemple, Tombouctou à l'époque était un grand centre de connaissances, un grand centre de savoir, ce que nous avons totalement oublié. Il y a peu de personnes qui connaissent l'importance des manuscrits de Tombouctou, et les manuscrits de Tombouctou, lorsqu'on les a retrouvés, ils n'avaient pas été recopiés. Et il y a une grande partie de ces manuscrits qui ont été perdus parce que justement le support s'est détérioré. Donc, il y a une partie des manuscrits de Tombouctou qui ont été envoyés à la Bibliothèque de France, aux Archives nationales, pour être restaurés, pour être sauvegardés. Et il y a tout un tas de traditions autour des manuscrits de Tombouctou pour les sauvegarder, justement, mais il y a une partie, malheureusement, qui est restée sur place, et donc, du fait des conditions climatiques, eh bien, ces manuscrits ont été détruits et ce savoir a été détruit. Et l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Et c'est ça qui est passionnant. Eh bien, lorsqu'on va dans les annales akashiques, lorsque les gardiens, ce sont ceux qui supervisent tout ça. Les gardiens, ce sont eux qui sont les grands chefs. Mais la remise à jour des informations, des archives et la précision, la créativité, l'imagination, le déroutage, la compréhension globale, le lien aussi entre l'en haut et l'en bas, est fait par les gardiens des dossiers. Donc en fait, quand vous avez un gardien des dossiers qui est incarné, il est en lien permanent avec les annales akashiques, même s'il n'en a pas toujours conscience. Donc il continue dans son incarnation le travail qu'il faisait dans les dossiers akashiques. Lui-même n'a pas toujours connaissance dans son incarnation du travail qu'il faisait, parce que sinon il ne pourrait plus vivre sa vie d'être incarné. Mais c'est très intéressant de se dire, eh bien voilà, les annales akashiques, c'est la maison. Donc, on parle assez peu des scribes des dossiers. Les scribes des dossiers, comment savoir si on est un scribe des dossiers? Eh bien, c'est de se connecter. Lorsque vous vous êtes connecté naturellement sur les annales akashiques, sans avoir suivi quelqu'un qui vous a appris, sans avoir suivi un apprentissage, lorsque vous arrivez à ouvrir les différentes portes, eh bien, il y a peut-être à parier que vous êtes vous-même un scribe des dossiers. Ou alors, si vous venez consulter quelqu'un, eh bien, si vous êtes un scribe des dossiers, il le verra et il vous donnera l'information. Vous avez un certain nombre de pistes
hein, pour savoir si vous êtes un scribe des dossiers. Les scribes des dossiers sont au service. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans l'orgueil, qui sont dans le, ce sont des personnes qui sont dans l'indulgence. Ce sont des personnes qui se mettent véritablement au service de la source parce que c'est ce qu'elles ont décidé de faire dans les annales akashiques. Donc, comme dans les archives, elles sont au service des gardiens et des maîtres, eh bien, dans la vie de tous les jours, lorsqu'elles s'incarnent, elles mettent leur énergie et leur compréhension au service véritablement de la source. Donc, c'est aussi une manière de les reconnaître. On trouve bien sûr des gens qui sont bibliothécaires, des gens qui sont libraires, des gens qui sont dans l'édition. L'imprimerie a complètement changé l'énergie. Aujourd'hui, les scribes des dossiers parfois sont des geeks, c'est-à-dire ils écrivent sur des ordinateurs, stockent les mémoires en code cristallin, stockent les mémoires sur YouTube, stockent les mémoires sur des clés USB. Donc le stockage de la mémoire, c'est quelque chose qui fascine les gardiens, aussi bien dans l'entre-deux-vie que dans la vie de tous les jours. Donc on retrouve des personnes qui sont fascinées par le stockage de la mémoire. Donc, il faut pas s'imaginer que le gardien, enfin que le scribe, c'est forcément un rat de bibliothèque. C'est aussi quelqu'un qui se met en permanence à la page du jour, qui est sur l'informatique, qui est sur l'ordinateur. Et vous voyez des personnes qui sont des scribes, qui ont 80 ans, qui sont très très à l'aise avec l'informatique, qui stockent leurs vidéos, qui font des vidéos, qui sont présents sur YouTube, qui donnent de l'information. Parce que tout ce savoir au jour d'aujourd'hui, c'est important qu'il soit stocké pour les générations futures. Donc cette vidéo, je la fais pour ceux qui vont l'écouter, mais aussi pour qu'elle reste dans la mémoire des générations futures en la stockant sur YouTube. Donc c'est une vidéo mémorielle pour vous qui l'écoutez, mais aussi pour les personnes qui arriveront un jour et qui l'écouteront. À tous, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, c'est important pour la survie de la chaîne, de vous abonner à la chaîne. Là aussi, ça va me donner des possibilités en plus, ça va permettre la survie de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à commenter, et puis à vous-même participer, à apporter éventuellement des sujets. Si vous avez envie que certains sujets soient traités, vous les marquez dans les commentaires. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente journée et à demain pour une nouvelle capsule.